novembre, dernière conférence de l'année des terrains innovants. Aujourd'hui, on va parler confiance en soi. Et pour ce faire, nous avons Agnès Florin, qui est responsable du CNESCO et professeure d'université émérite en psychologie de l'enfant et de l'éducation. Nous avons, pardon, allez-y, oui. Nous avons Pierre-Yves Oudéier, qui est responsable de l'équipe Flowers et directeur de recherche à l'INERIA Bordeaux. Et Anne Pédron-Moinard, conseillère stratégique formation à la direction générale du réseau Canopé. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, on va discuter un peu confiance en soi pour finir sur une note un peu moins intelligence artificielle en cette fin d'année, n'est-ce pas, Chiara ? Et voilà, donc la conférence dure 1 heure. On essaye de faire en sorte que les présentations durent une demi-heure, 40 minutes. Et ensuite, vous pourrez vous poser vos questions. Et l'idée, c'est bien d'échanger, que ce soit un échange entre les intervenants et la salle, entre guillemets. Alors, moi, je pense à la question de base. Est-ce que, en vous présentant, chers intervenants, vous pourriez aussi répondre à votre façon, c'est-à-dire par votre axe de recherche ou votre travail, ce que c'est que la confiance en soi, finalement. Agnès Florin, vous voulez commencer ? Oui, je veux bien, merci. La confiance en soi, ça fait partie de ce qu'on appelle les dimensions conatives, pour les distinguer un peu des dimensions cognitives, quoi qu'elles soient liées dans les activités des enfants et dans les activités scolaires. Et on a des concepts proches, estime de soi, confiance en soi, sentiment d'efficacité personnelle. Ils sont souvent liés, mais si on en reste à la confiance en soi, on peut dire que c'est le fait de croire en ses capacités de réussite. C'est un des piliers de la réussite scolaire des enfants, parce que ça va favoriser leur persévérance, les aider aussi à progresser et à devenir plus autonomes. Mais c'est très lié au sentiment d'efficacité personnelle, parce que quand vous faites un effort pour apprendre, et apprendre est souvent difficile, quand vous faites un effort pour apprendre, il faut que cet effort débouche sur une réalisation et aussi, on y reviendra probablement, sur une évaluation et des encouragements. Et c'est cette réussite, ces évaluations qui vous donnent un sentiment d'efficacité personnelle. J'ai travaillé et j'arrive à faire quelque chose, et qui vous donne donc cette confiance en soi, qui vous incite à poursuivre et à continuer dans des apprentissages, dans des tâches, dans des problèmes qui peuvent être complexes. Donc, on a travaillé là-dessus au CNESCO à travers la conférence de comparaison internationale sur le bien-être à l'école en 2023, comment un établissement, une école peuvent favoriser le bien-être de ses élèves et de ses personnels, et on peut dire aussi que les deux sont liés, y compris dans la confiance en soi peut-être. Et puis, on pourrait parler également d'évaluation, ça me semble quelque chose de très important, d'autant qu'on a quelques soucis justement avec ces évaluations. Rappelons qu'on n'évalue pas les personnes, on ne doit pas évaluer les personnes, les enfants, mais on évalue leur production. Il faut encore le dire aujourd'hui, c'est encore une chose qui n'est pas pratiquée absolument partout. Et puis, je voudrais dire quand même qu'on a un déficit de confiance en soi chez les enfants et chez les jeunes, comme l'attestent un certain nombre d'études internationales ou des études nationales de grande ampleur. Je pense à une consultation UNICEF que nous avons analysée en 2021 pour 25 300 jeunes de 6 à 18 ans, et plus de la moitié ont peur de l'avenir, ont peur de ne pas réussir scolairement, ont peur de ne pas réussir dans la vie, et voire de ne pas réussir scolairement et dans la vie. Donc, c'est vraiment un problème qui touche aussi à la santé mentale. Et je crois qu'il faudra examiner ces différentes dimensions, mais je ne veux pas accaparer le temps de parole. Je pourrais revenir sur l'un ou l'autre de ces points si vous le souhaitez pour préciser les choses. On a aussi fait une étude pour l'ADEP, pour le ministère de l'Éducation nationale, à propos du panel CP de 2011, où on a vu les liens en scolarité élémentaire entre la confiance en soi et l'estime de soi en début
d'élémentaire et les résultats scolaires en fin d'élémentaire. Donc, il y a une interaction forte entre les deux et on peut l'expliquer du point de vue des processus. Ok, bah, j'ai déjà plein de questions en tête. On va les laisser pour tout à l'heure alors. Merci Agnès. Pierre-Yves Oudéier? Alors, la confiance en soi, c'est quoi pour vous? Ouais, alors, moi, je viens d'une perspective qui n'est pas directement l'étude de la confiance en soi, mais qui a beaucoup de rapports. C'est celle de l'étude de la curiosité, de l'apprentissage dirigé par la curiosité, et qui m'amène à avoir une vision de la confiance en soi qui est un concept composite, mais qui a des dimensions d'un côté motivationnelles et de l'autre côté des dimensions qu'on peut appeler métacognitives. Dans le sens où, d'abord, quand on parle de confiance en soi dans le langage quotidien, eh bien, on a souvent en tête la situation d'un élève qui va exprimer une forme et ressentir une forme de peur, par exemple, de faire des erreurs, de peur du regard des autres et de peur du regard que lui-même va porter sur ses propres capacités. Et en fait, cet aspect émotionnel et motivationnel, eh bien, il est associé justement à un aspect métacognitif qui est finalement la capacité qu'a l'élève de comprendre quel est le principe de l'apprentissage, comment son cerveau fonctionne, quel est le statut de l'erreur, à quoi ça sert de faire une erreur, à quoi ça sert dans un contexte de classe, par exemple, d'essayer de faire un exercice. Et effectivement, ce sont des obstacles parce que malheureusement, beaucoup de situations d'apprentissage sont plus finalement vécues et comprises par les élèves un peu, alors je vais exagérer un petit peu, mais pour donner l'idée comme des contrôles de police, c'est-à-dire entre guillemets l'idée que par exemple quand on va leur faire une évaluation, on veut entre guillemets mesurer s'ils ont bien fait leur travail ou pas. C'est la manière dont un certain nombre d'élèves vont le comprendre, à l'opposé d'une autre manière de comprendre les choses qui serait plus positive, qui est celle de c'est une opportunité d'apprendre, une opportunité de découvrir, une situation qui va peut-être aller titiller leur curiosité. Et en fait, une des raisons, il y a beaucoup de raisons, il y a des dimensions sociales très importantes, mais une autre des raisons qui amène certains élèves à se retrouver dans cette situation émotionnellement et motivationnellement compliquée, c'est que finalement, eh bien souvent, personne ne leur a jamais expliqué à quoi ça sert de faire des erreurs, qu'en fait, faire des erreurs, si on ne fait pas d'erreurs, on ne peut pas apprendre. Quel était le rôle des questions, par exemple, quelle était l'importance de poser des questions, quelle était l'importance de poser, alors dans notre cas, on s'intéresse en particulier aux questions curieuses, là, de comprendre comment est-ce qu'on peut mettre les élèves dans une situation où ils vont aller poser des questions parce que intrinsèquement, ça les intéresse, et puis leur expliquer justement pourquoi ils se retrouvent là dans cette situation de classe, qu'est-ce qui les a amenés là, qu'est-ce qui a amené l'enseignant à lui faire une évaluation, quelle est l'intention de l'enseignant. Donc, il y a tous ces éléments-là qui, bien souvent, entre guillemets, sont évidents pour les adultes, mais finalement, jamais personne ne les a expliqués aux enfants et ils se retrouvent à interpréter ces situations de manière assez erronée. Donc, dans cette perspective-là, nous, on va essayer de développer un certain nombre d'interventions pédagogiques et de développer des outils qui vont faciliter ces interventions pour essayer d'améliorer certaines de ces facettes. D'abord, par exemple, essayer d'amener les enfants dans des situations d'apprentissage où il va y avoir plus de confort et de motivation. Donc, par exemple, pour faire ça, eh bien, on a développé, nous, depuis une quinzaine d'années, tout un tas d'approches pour mieux comprendre la curiosité de manière assez fondamentale chez l'humain. Et c'est par exemple l'une des idées sur lesquelles on travaille, c'est que le cerveau, il prend du plaisir pour les activités d'apprentissage dans lesquelles il s'aperçoit qu'il fait du progrès. Donc, qui sont ni trop dures, ni trop difficiles. Et finalement, dans une classe normale, c'est pas si fréquent de se retrouver avec des exercices qui sont adaptés juste au bon niveau de difficulté parce que l'enseignant, eh bien, comme il a 30 élèves devant lui, il va dérouler son cours d'une manière qui ne va pas forcément être adaptée à chacun des élèves. Donc, par exemple, on essaye
de développer des outils logiciels, par exemple, avec des algorithmes qui vont essayer, pour chacun des élèves, de leur proposer des exercices du bon niveau de difficulté. Mais au-delà de ça, en fait, on essaye de développer des interventions véritablement pour leur faire comprendre c'est quoi le rôle de l'erreur, c'est quoi la curiosité, c'est même quoi la métacognition. Par exemple, récemment, on a fait des petites vidéos pédagogiques qu'on teste dans des classes avec des enseignants à l'école primaire qui amènent l'explication finalement, qui amène les élèves à comprendre pourquoi de temps en temps ils ont envie de poser une question, quelle est la fonction de ça, en quoi ça a rapport avec le fonctionnement de leur cerveau. Et puis après ça, on a des ateliers métacognitifs où par exemple on leur donne des textes et on essaye de leur donner des indices qui vont les amener à identifier ce qu'ils ne savent pas, à le formuler, à se sentir en situation de confort avec le fait de formuler quelque chose qu'ils ne savent pas et d'avoir un enseignant qui va aussi, dans ces situations-là, donner l'exemple, qui va aussi montrer que parfois, il y a des choses qu'il ne sait pas. Et puis ensuite, d'arriver à formuler la bonne question, d'aller chercher l'information et de comprendre à chaque fois qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau quand ils font ça. Voilà. Et donc, c'est ça un petit peu qu'on fait dans la classe et on a effectivement observé tout un tas de résultats très intéressants. Alors, d'abord, on utilise par exemple des outils de psychologie pour mesurer l'impact sur la motivation, l'efficacité de l'apprentissage, mais on observe aussi parfois des situations très particulières d'élèves où les instituts nous disent, par exemple, cet élève, c'est un élève qui a des formes de neurodiversité, qui est très renfermé sur lui-même, et puis à partir du moment où on lui a montré ses explications sur qu'est-ce que c'est que la curiosité, qu'il a compris qu'il avait le droit et que c'était même une bonne chose de poser des questions curieuses devant tout le monde, ça a changé complètement son comportement en classe. Et ça peut être par exemple un exemple du fait qu'en fait, jamais personne peut-être lui avait expliqué l'intérêt et le sens de cette chose-là. Voilà. Donc, c'est la manière dans laquelle on en arrive à réfléchir à la confiance en soi de notre côté. Oui, d'accord. En fait, c'est plutôt la confiance en soi. En fait, finalement, comment elle… je ne vais pas réussir à le dire, mais j'ai compris le principe. En gros, vous étudiez les effets de l'explicitation de l'erreur, en quoi elle est importante finalement. C'est ce que vous expliquez aux élèves, parce qu'elle permet le saut cognitif bien souvent, etc. Et donc, en quoi la confiance en soi dans tout ça, elle est je vais pas y arriver, intrinsèquement liée à tout ça. Ok, mais j'ai des questions aussi, donc c'est bien, je pense que je ne suis pas la seule. Anne, est-ce que vous prenez la relève, vous y allez? C'est quoi la confiance en soi, pardon? Oui, moi beaucoup de choses ont déjà été dites que je ne vais certainement pas répéter, mais qui sont au cœur des formations que Réseau Canopé conçoit sur les questions de confiance en soi des élèves, peut-être. Moi, j'ai un point de vue de praticienne, puisque je suis enseignante au départ et maintenant en charge de l'offre de formation de Réseau Canopé et aussi d'opérateurs de formation. Donc, j'ai envie de réfléchir à cette question à partir de quel est le cadre professionnel, quels sont les gestes et postures professionnelles qui nourrissent la confiance en soi des élèves. Et je crois qu'il y a deux choses. D'abord, on a beaucoup parlé de confiance en soi et d'estime de soi. Et effectivement, la confiance dans ses capacités, elle est aussi liée à la croyance dans le fait d'avoir de la valeur aux yeux des adultes qui font la communauté éducative. Donc, confiance en soi et estime de soi, donc confiance dans ses capacités et croyance dans la valeur de son existence en tant qu'individu, c'est très lié. Et donc, la question, c'est quoi le cadre et les postures éducatives qui renforcent ça? Et puis, je pense que poser la question de la confiance en soi à l'école, c'est forcément poser la question de la confiance dans les autres. Et ça, on l'a peu mobilisé ici jusque-là, mais la confiance en soi, c'est pas un réservoir qu'on nourrit tout seul uniquement à partir de soi-même. C'est finalement un processus très dynamique qui est nourri à la fois par l'ensemble du collectif d'élèves, de la classe, et aussi par l'ensemble des adultes de la communauté éducative qui vont faire un effet miroir. Et j'écoutais ce que disait Pierre-Yves Oudéier juste à l'instant aussi sur le statut de l'erreur, la question de la neurodiversité dans les classes. Et je trouve que ce qui est intéressant pour nous, opérateurs de formation, et ce qui est aussi compliqué, je pense, pour les gens qui nous écoutent, c'est que cette thématique de la confiance en soi, on l'aborde là par la question des compétences psychosociales. Donc, nous, chez Réseau Canopé, on en a fait 400 des formations aux compétences psychosociales cette année, à peu près, avec
je crois, plus de 7000 participants sur ces questions-là. Mais en fait, c'est aussi des questions d'école inclusive, c'est des politiques publiques autour de la question de l'inclusion à l'école, aussi des valeurs de la République dans le sens comment on crée de la fraternité dans le collectif de la classe et donc on fait en sorte de se reconnaître mutuellement dans son altérité. Et tout ça, c'est des croisements de politiques publiques éducatives qui ne se croisent pas toujours, qui sont difficiles à croiser pour les enseignants dans leur pratique quotidienne parce que, on en parlait juste avant, Lilia, d'ouvrir la conférence, mais dans le quotidien du terrain, il y a aussi comment j'enseigne les maths, comment j'enseigne le français, l'accent il est mis aussi sur les fondamentaux. Et donc la question c'est comment on fait le pont. Il n'y a pas d'un côté, je fais des trucs qui nourrissent la confiance en soi, et puis de l'autre, des trucs qui renforcent l'apprentissage de la lecture. Et qu'on sait très bien que sans cadre sécure d'apprentissage, aucun apprentissage n'est possible. Et donc, peut-être poser ça comme la base d'une forme de pyramide de Maslow sur la sécurité physiologique et cognitive qui est nécessaire pour ensuite développer des apprentissages. Bah, c'est très bien, vous faites très bien là. J'ai vu qu'Agnès, vous alliez intervenir, mais vous faites la transition, Anne. Justement, moi, ma question, c'est finalement à quoi ça sert d'avoir confiance en soi dans le cadre de l'école si on reste sur les apprentissages fondamentaux, maths, français, et pas seulement sur l'aspect devenir citoyen, etc., qui aussi se construit à l'école. Agnès, vous vouliez intervenir. Le micro, Agnès, le micro. Votre micro. Je voulais intervenir, pas pour répondre directement peut-être à votre question, mais pour dire que effectivement, ça relève de ce qu'on appelle les compétences psychosociales ou les CEL, enfin bon, selon la terminologie, mais que pour moi, ça doit pas être un domaine à part. On aurait les apprentissages fondamentaux, puis à côté, on aurait des temps pour travailler ça. Donc, ça doit diffuser. Cette conception-là, elle doit diffuser dans le temps de classe, dans les apprentissages disciplinaires ou classiques, je dirais, même si en France, on s'y met un peu plus tardivement que dans d'autres pays. On a quand même des méta-analyses qui portent sur des centaines de milliers d'enfants dans toutes sortes de pays qui montrent de la maternelle à la fin du second cycle du secondaire l'intérêt, l'efficacité, notamment chez les plus fragiles de ces conceptions-là, de ce travail sur soi, sur la connaissance de soi et la connaissance des autres, comme ça a été dit, parce que on peut faire le lien avec le climat de la classe. Je veux dire, c'est pas uniquement on peut pas avancer si on, d'une part, si on le conçoit comme étant à part des autres apprentissages, et d'autre part, on peut pas avancer si on met ça uniquement sur crois en toi et tout va bien se passer. C'est pas au niveau individuel que ça peut se jouer uniquement, et donc ça renvoie à la connaissance de soi, de ses qualités, de ses difficultés, et ça renvoie à la construction de la cohésion de groupe également. Cette dimension-là, elle me paraît très importante pour favoriser la bienveillance entre les enfants, parce que combien d'enfants ont peur de prendre la parole, peur de l'erreur. On le voit, et ça a été souligné même jusqu'à PISA, jeunes de 15 ans, où les Français, les élèves donneraient moins souvent des réponses parce qu'ils ont peur de commettre une erreur. Donc, ils perdent autant de chances de donner une bonne réponse. Parce que, comme Pierre-Yves l'a souligné, ce statut de l'erreur, il n'est pas intégré positivement par les enfants, parce que pour moi, les enfants, pas seulement des élèves, mais il l'est pas non plus par bon nombre d'enseignants. Or, l'erreur, c'est le reflet des apprentissages, des manières d'apprendre, des difficultés, des erreurs dans les processus de traitement de l'information qui est donnée, et c'est très instructif aussi pour les enseignants, ces erreurs. Donc, je voulais souligner cette importance de ces activités qui renvoient vraiment à toute la classe, au travail de la classe et au travail avec l'enseignant. Donc, il existe toutes sortes d'activités qui ont été ou qui peuvent être proposées dans ce cadre aux enfants selon leur âge, en maternelle, élémentaire, au collège et au-delà. Et puis aussi, il y a un élément important qui a été souligné par Anne, c'est la référence à l'école inclusive.
On a souvent une vision normative, hein, et on a un rapport aux normes qui pose quelquefois problème, y compris pour que les enfants prennent confiance en eux-mêmes, entre par exemple les plus jeunes dans l'année civile et les plus vieux dans l'année civile. On s'attend à ce que les plus jeunes aient le même comportement, les mêmes capacités que les plus âgés, hein. Ceux qui sont nés en décembre, les plus jeunes, ceux qui sont nés en janvier, pour le dire vite. Et on tient un peu compte de ces variations et on a un rapport à la norme qui fait aussi qu'on va médiquer davantage, qu'on va trouver davantage de troubles d'attention, etc., chez les plus jeunes de la classe. Donc, c'est autant de pertes de confiance possible. Or, ce qu'on a montré, par exemple, c'était un truc intéressant dans la conférence du CNESCO 2022 sur l'évaluation, c'est que le fait d'accorder des circonstances particulières pour l'évaluation aux enfants dits à besoins éducatifs particuliers, leur bénéficier, mais bénéficie aussi à toute la classe si on l'applique à tous. Parce que ça contribue aussi à redonner confiance en soi pour ceux qui, parmi les enfants, ont moins cette confiance en soi. Donc, accroître la connaissance de soi, renforcer sa capacité aussi de penser de manière critique par rapport à ce qui est proposé, par rapport aux erreurs, comme ça a été dit, développer aussi sa capacité d'auto-évaluation positive. Qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai partiellement réussi, etc. Et on sait que l'évaluation est d'autant plus efficace si elle est insérée dans l'apprentissage lui-même. Donc ça me paraît un élément tout à fait important, justement, pour que l'enfant comprenne, c'est une vieille théorie aussi, les écarts entre ce qu'il a produit, ce qui est attendu, et qu'il avance dans des ajustements par rapport à ce qui est attendu. Et cette connaissance de soi, y compris des mécanismes de l'erreur, comme ça a été dit, et du fonctionnement cognitif, cette cognition de l'enfant est un élément fort justement pour avancer dans les apprentissages. Alors évidemment, le rôle de l'enseignant, il est tout à fait central par rapport à cela, mais ça se construit vraiment dans la durée, hein, et on voit que plus ça va, moins ça va du côté des évaluations, parce que plus ça va au collège par rapport à l'école primaire, plus les élèves redoutent justement de commettre des erreurs, redoutent le fait que les enseignants veulent parler aux parents. C'est généralement pas pour dire que ça va bien, mais plutôt pour souligner des manques. Ils ont peur des évaluations d'une manière générale. C'est le point le plus négatif qu'on ait pu trouver. Si par ailleurs, ils sont plutôt satisfaits globalement des activités, des relations avec les copains et du climat de la classe. C'est vraiment le point noir, ça. Merci Agnès. Alors, concrètement, on voit très bien, je crois que chacun d'entre nous voit très bien l'importance de la confiance en soi sur la personne, sur l'élève, le futur citoyen, sur l'individu en devenir, quoi qu'il l'ait déjà un individu, mais vous comprenez l'adulte qu'il sera. Mais pour les apprentissages, en quoi le fait que l'élève, ou est-ce que c'est le cas d'ailleurs, je dis en quoi, je pars du postulat que c'est bénéfique. Est-ce que c'est bénéfique en fait? Un élève qui a confiance en lui, réussit-il mieux dans les apprentissages? Allez, on va parler des fondamentaux parce que c'est quand même dans l'air du temps, mais est-ce qu'il réussit mieux l'élève qui a confiance en lui? Je peux répondre très rapidement. Dans l'étude, le suivi du panel DEP à l'école primaire, oui, on a établi des liens entre la confiance en soi, l'estime de soi en début d'élémentaire et les résultats en maîtrise de la langue et mathématiques en fin de primaire. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Les apprentissages du début CP vont avoir une incidence sur les apprentissages de fin CM2. Bien sûr, on ne peut pas distinguer les deux, ça a été dit, s'il n'y a pas de cadre, c'est pas possible. Travailler la confiance en soi ne suffit pas. Et puis trop de confiance en soi peut aussi nuire, c'est par une méconnaissance de ses capacités, de ses compétences et de ses points faibles, ça c'est autre chose. Et peut-être lié à ça deux choses. Alors d'abord aussi sur les tendances. Donc tout à l'heure j'expliquais un petit peu le lien entre la confiance en soi et d'un côté, puis la curiosité et la métacognition de l'autre. Il y a aussi un certain nombre d'études qui montrent clairement des corrélations
importante entre les traits de curiosité et les comportements curieux en classe, les capacités de métacognition et la réussite académique et même plus généralement la réussite dans la vie après l'école. Alors, ce sont des corrélations, hein, donc ça veut dire qu'on est encore loin de comprendre toutes les relations causales entre tout ça. Et par ailleurs, sur la dernière chose aussi, c'est très important, effectivement, le mot confiance, il est un petit peu ambigu, parce que quand on parle de confiance en soi dans cette expression-là, il y a une forme de dimension émotionnelle, d'être persuadé qu'on va réussir. Mais en fait, quand on parle par exemple, de la capacité qui est très reliée à s'auto-évaluer, par exemple, on a un exercice, on fait une réponse et à quel point on a confiance que la réponse va être bonne ou pas. En réalité, ici, pour les apprentissages, ce qui est le plus souhaitable, c'est que les élèves, les enfants, arrivent à un stade où ils aient une bonne auto-évaluation de est-ce que, à bon escient, quand est-ce qu'ils doivent être sûrs et quand est-ce qu'ils ne devraient pas être sûrs. Et s'ils sont tout le temps sur 2 alors qu'ils font des fautes une fois sur 2, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est ça. Et justement, l'enjeu, c'est d'arriver à les amener dans une situation où ils sont confortables et ils trouvent ça normal de faire des erreurs et ils trouvent ça intéressant et ils comprennent le but de se poser la question de pourquoi ils sont sûrs ou pas sûrs et quel est l'intérêt de faire ce processus-là. Donc, c'est un petit peu les amener dans cette direction où ils vont vraiment comprendre le processus d'apprentissage lui-même, son sens en fait. Anne, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Très rapidement, mais en écoutant Agnès et Pierre-Yves, pour moi, c'est vraiment cette idée sur la confiance en soi et le lien avec les apprentissages ou l'effet sur les apprentissages. C'est en fait l'effet sur la capacité à douter de soi, à développer un esprit critique qui fait rechercher en fait sa zone proximale de développement, c'est-à-dire aller chercher, ne pas rester dans le confort de ses certitudes, de ce que l'on sait, et ne pas se mettre en danger dans une zone d'exigence ou une zone d'apprentissage qui est trop loin de ce qu'on sait. Et ça, finalement, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue à travailler en formation continue des enseignants, parce que ce n'est pas quelque chose qui est forcément, en tout cas, toujours très travaillé dans la formation des enseignants. D'aider les élèves ou d'accompagner les élèves à construire ce cheminement dans la progression de leurs apprentissages et de leur développement. Et ça a un impact aussi sur leur processus d'orientation. C'est-à-dire aussi la capacité à se projeter dans des choses qui paraissent peut-être inatteignables en début de seconde, mais qui, si on construit un chemin, et un processus à l'aide du collectif, alors on pourra se projeter dans un processus d'orientation qui amène vers ça. Et donc, c'est toute une mécanique assez fine sur laquelle on peut travailler à l'aide d'outils, et notamment, et c'est aussi ce que disait Agnès, et peut-être je finis par là, mais c'est quand même, et ça, beaucoup d'enseignants nous témoignent aussi, nous on fait beaucoup de formations interdegrés, par exemple. Et c'est quand même fou de voir qu'entre la maternelle et le lycée, en fait, les élèves sont de moins en moins autonomes finalement dans leur capacité à s'auto-réguler ou à s'auto-évaluer. Et que les échelles de compétences qu'on leur montre ou qu'on leur donne en élémentaire, elles sont présentes encore un peu au collège, et qu'au lycée, il y a beaucoup moins d'échelles de compétences. On ne dit pas aux élèves, voilà, le niveau expert attendu, c'est ça, et le niveau débutant, c'est ça. Donc, il y a vraiment cette question-là qui est aussi... c'est très inversé dans le système scolaire français, quoi. Oui. Je crois qu'on a aussi une difficulté avec des évaluations positives, c'est-à-dire qu'on a tendance à repérer les manques, les insuffisances, voire les fautes, comme quelqu'un le dit dans le chat, avec tout l'aspect négatif que ça induit, plutôt que repérer les éléments positifs, les progrès, soit en auto-évaluation, soit d'ailleurs
dans des processus d'hétéro-évaluation et faire participer les enfants à l'évaluation, du moins à une partie du processus d'évaluation et pas tout le temps, est un élément extrêmement positif pour développer cette métacognition, comme Pierre-Yves l'a mentionné. Et on l'utilise peut-être trop peu, mais c'est aussi une question de confiance réciproque et de confiance des enseignants dans les compétences de leurs élèves. Alors, je suis désolée, j'ai eu un souci, j'ai un petit problème avec mon ordinateur. Donc, Anne avait encore préparé la transition finalement. Ma question suivante, c'est comment on fait quand on enseigne pas pour accompagner, mais pour que les élèves aient confiance en eux. Comment on fait? Alors, on a bien vu, vous avez beaucoup parlé d'évaluation, sur la forme de l'évaluation, on y reviendra peut-être, mais concrètement, est-ce que les enseignants sont formés à ça? Comment se former à ça et comment on fait finalement pour y arriver? Je veux bien rebondir là-dessus, redémarrer là-dessus, Lilia, et puis ensuite, voilà, mais concrètement, comment on fait? Je pense que là-dessus, il y a quand même énormément de pistes pédagogiques et didactiques sur la création du cadre qui permet de développer la connaissance de ses capacités, la confiance dans le soutien et l'étayage à la fois de l'adulte et des autres pour corriger ses erreurs. Et peut-être en rebond, juste dans la conversation du chat, on parlait de la faute ou de l'erreur. Je rappelle quand même que la faute, ça a une dimension très morale. Une faute, ça se pardonne, une erreur, ça se corrige. Et donc, le mot faute devrait être évacué du vocabulaire pédagogique. Il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a que des erreurs d'orthographe parce qu'on ne faute pas dans ses apprentissages, on fait des erreurs en fait. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur l'erreur. Et c'est peut-être là-dessus, je crois que comment on fait pour créer le cadre? Toutes les approches, alors je ne dis pas du tout ça pour faire la pub de Réseau Canopé, mais c'est à Réseau Canopé, on travaille sur la confiance en soi, notamment par la question des pédagogies actives et par toutes les pédagogies coopératives qui vont effectivement parler, enfin qui vont travailler les relations de confiance et les relations d'altérité et l'étayage par le groupe et créer un cadre dans lequel les élèves en fait vont construire de la confiance mutuelle et donc aussi avoir une forme d'autonomie sur la façon dont ils progressent dans leurs apprentissages, ou en tout cas une forme d'autonomie sur leur capacité à identifier et à poser des jalons dans leurs apprentissages. Donc ça, c'est une façon de développer la confiance en soi dans le cadre scolaire. Et puis après, il y a toute la formation aussi des enseignants à la confiance en eux-mêmes, parce qu'on connaît l'effet des neurones miroirs et que donc des enseignants qui sont eux-mêmes confiants dans le groupe classe, dans l'institution, dans le collectif enseignant. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert et du coup, je te l'ai pas fait l'omelette, mais je t'ai sorti les yeux. Je sais pas qui, mais c'est voilà. Donc les enseignants qui ont confiance dans le collectif et notamment dans le collectif d'enseignants qui se sentent étayés eux-mêmes par le collectif, finalement ça fait un effet miroir auprès des élèves. Donc plus on va travailler en équipe, plus on va aussi construire de la confiance dans le collectif d'adultes qui va se répercuter sur le collectif des élèves et des enfants. Mais je laisse la parole à Pierre-Yves. Pierre-Yves, oui. Mais juste pour compléter, en fait, sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire en classe, en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a au moins 3 types de choses qu'on peut faire. D'abord, il y a des interventions qu'on pourrait dire un petit peu déclaratives ou explicatives qui consistent à permettre d'avoir que les enfants reçoivent une explication même très simple de comment fonctionne leur cerveau, c'est pourquoi c'est bien de faire des erreurs, pourquoi c'est bien de poser des questions. Donc, nous, on a commencé à essayer ça en classe et rien que ça, on voit des effets extrêmement intéressants. Ensuite, il y a un entraînement procédural, un entraînement pratique, et en fait, il y a tout un tas de petits exercices finalement
assez simples pour lesquels on mesure des effets assez intéressants. Par exemple, ça peut être chaque fois qu'on fait un petit exercice de maths ou de français, on pose une question additionnelle aux élèves pour savoir est-ce qu'ils sont sûrs de leur réponse ou pas trop sûrs, et puis ensuite on leur donne un feedback. Ça, c'est pareil, c'est très simple, mais ça les amène à avoir assez vite une meilleure compréhension de ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Ça peut être aussi des petits jeux, par exemple, on est en train de travailler sur les sciences, par exemple sur les dinosaures ou sur les volcans, et à propos de ce sujet, par exemple, on va se dire, tiens, dans les 10 prochaines minutes, on va essayer, alors, soit chacun ou soit collectivement, de poser le plus de questions curieuses possible. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question curieuse, c'est en fait, ensemble, on va générer ces questions-là. Et puis, et donc ça, c'est pareil, il y a tout un tas d'avantages à ça, parce que pour faire ça, il faut oser devant tout le monde poser la question. Donc, c'est une manière de s'y entraîner. Il faut arriver à formuler la question. Et puis ensuite, ensemble, on peut aller chercher l'information. Donc, on va aussi apprendre des choses. Et puis, le dernier type d'intervention, est lié à ce que Anne disait, c'est finalement le rôle de l'enseignant en tant que modèle. Et effectivement, d'abord, si l'enseignant, on voit qu'il est en situation de confiance positive, déjà, ça va être quelque chose de très bien. Mais ce qui est aussi très important, c'est si l'enseignant il a eu l'opportunité de montrer que lui aussi, il peut faire des erreurs et que ce n'est pas un problème, que c'est même pour lui l'occasion d'apprendre des choses et que même ensemble avec les élèves, ils vont pouvoir explorer pour découvrir une réponse à une question que l'enseignant lui-même, à laquelle il n'avait pas la réponse au début. Et ça, c'est aussi un outil qui va permettre à l'élève de se dire, si même l'enseignant, des fois, il est comme ça, pour moi, c'est OK, quoi. Donc, pour moi, ça fait partie aussi des interventions. Allez-y, Agnès, pardon. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Pierre-Yves. Je pense que ces opportunités-là, elles existent tout au long de la scolarité, même si je pense qu'il faut démarrer de bonne heure parce qu'il y a des représentations qui se créent sur ses propres compétences. Je suis nul en ceci ou en cela, et qu'il est plus difficile de positiver au fur et à mesure qu'on avance dans la scolarité, quand ça a été dit et redit. Et on voit bien des réactions d'opposition qui peuvent se développer justement pour se faire remarquer autrement et pas de la meilleure manière quand on n'arrive pas à se faire remarquer par ses compétences. Mais c'est quelque chose qui perdure longtemps, et le fait que les enseignants montrent eux-mêmes qu'ils ne savent pas tout, qu'ils peuvent se tromper, que c'est pas grave. J'ai été frappée moi-même en tant qu'universitaire quand je disais à mes étudiants, là, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais chercher, je vous réponds la semaine prochaine, mais vous cherchez de votre côté et on va confronter les réponses et les solutions. Eh bien, c'était quelque chose qui visiblement était très surprenant pour eux, mais qui s'avérait aussi très efficace. Donc, autant je plaide pour qu'on commence de bonne heure avec toutes sortes de jeux, ce que Pierre-Yves proposait, puis il en existe beaucoup dans le développement des compétences psychosociales, par exemple, se connaître les autres en faisant des petits jeux où chacun, on lance des dés, par exemple, ou pas, et puis on va trouver deux qualités chez les enfants de l'autre groupe que le sien, et puis après on inverse les rôles, etc. Ça apprend à se connaître, à voir comment chacun peut valoriser autrui et être valorisé par autrui, parce que c'est pas à sens unique, c'est pas seulement quelles sont mes compétences à moi, il faut aussi que je reconnaisse des compétences aux autres. Et c'est dans cette réciprocité que se développe la confiance dans le groupe et dans le groupe classe. Mais en même temps, c'est pas trop tard, même à l'université, pour travailler ces questions-là de confiance en soi, de sentiment d'efficacité personnelle et d'estime de soi. Mais commençons de bonne heure pour éviter que ces représentations forcément stéréotypées, moi je suis pas bon en ceci,
Moi, j'y arrive pas, et on sait bien comment la manière de présenter un problème, ça a été montré en mathématiques ou en géométrie, selon qu'on est sur du dessin, une expression artistique ou qu'on est sur un dessin de figure géométrique. La confiance en soi peut être différente selon les élèves dans la réussite, mais en même temps, c'est important d'éviter que ces représentations-là soient figées, se cristallisent et soient beaucoup plus résistantes aux actions pour les repositiver, comme on pourrait dire, mais il y a un travail qui peut être conduit tout au long de la scolarité. Alors, on va prendre les quelques commentaires, vu qu'il est 18h45 et il y en a pas mal. Alors, Daniel, bonsoir Daniel, qui pose la question, c'est bien de parler de confiance et d'estime de soi, mais l'école favorise plutôt l'inverse à travers les évaluations, la difficulté à se libérer des programmes, l'accent sur les 10 fondamentaux. Donc, ne parlons-nous pas dans le vide en ce moment? Question très pertinente. Qui s'y colle? Moi, je veux bien démarrer là-dessus. Je pense que on peut, enfin vraiment, et c'est aussi l'ancienne enseignante qui parle, je pense qu'on peut regarder et enseignante en lycée, donc où les évaluations et la question de l'orientation était quand même très forte. On peut regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est un peu bateau de le dire comme ça, mais toute situation d'apprentissage peut être une situation dans laquelle on travaille la confiance, la coopération ou on travaille la compétition. Et en fait, même s'il y a une évaluation à la fin qui effectivement va classer, et on sait combien Parcoursup est anxiogène pour les élèves, par exemple, hein, à la fin, finalement, on sait aussi que dans le monde du travail, dans leur vie d'adulte, de citoyen de demain, c'est des compétences dont ils auront absolument besoin. Donc, il y a des éléments du système scolaire qui renforcent effectivement les logiques de défiance ou de compétition, de comparaison des uns avec les autres, mais il y a aussi tout un espace assez libre en fait pour les enseignants sur la façon dont ils créent le cadre au quotidien et notamment en équipe de travail avec le groupe classe des élèves qui vont développer des compétences au long cours en fait de confiance en soi. Et je pense que tous les enseignants qui sont présents ici savent aussi combien ils ont des anciens élèves qui les ont remerciés pour en fait la confiance qu'ils avaient insufflée dans leur capacité à choisir leur vie, si on veut le dire assez simplement, et à avoir les armes pour choisir, en tout cas faire des choix dans leur parcours de vie. Donc, à mon sens, c'est pas une question tout à fait oui, anodine. Je pense que la question de Daniel, qui est un enseignant spécialisé, qui est si je dis pas, je sais plus si c'est maître E ou G, Daniel, je suis désolée. Attendez, je vais dire, je suis maître G, je l'ai mis dans un message. D'accord, j'ai pas vu. Je suis maître G, je travaille avec des enfants, alors je suis pas au lycée ou au collège, moi je suis plutôt en maternelle ou en alimentaire. Et c'est vrai que ce que je constate tous les jours, c'est que si je résume la chose, je dirais que l'enfant est peu accueilli, c'est l'élève qui est accueilli. Et que l'enfant avec toutes ses problématiques, parfois ses souffrances, parfois c'est tout ce qui peut l'empêcher d'apprendre. C'est pas, alors je veux pas généraliser, hein, mais c'est quand même pas, il est difficile de le prendre en compte dans l'école. Parce qu'il y a une urgence, parce que les programmes à boucler, parce que les enseignants sont pas obligatoirement toujours formés sur ça. Et que je suis un petit peu moins optimiste que ce que j'entends ici, hein, sur cette confiance-là. Je me bats chaque jour pour ça, en tant que j'ai la chance d'être en Rased, donc de pouvoir le faire. Mais quand même, il y a beaucoup de résistance, mais pas les enseignants. C'est pas que les enseignants ne veulent pas le faire, au contraire, hein. Et qu'il y a quand même beaucoup de choses qui empêchent, notamment le rapport au temps. Le rapport au temps. C'est vrai que de travailler sur la confiance, de travailler sur le bien-être, ça demande du temps. Mais les évaluations, quand on sait que les évaluations sont très présentes et de plus en plus présentes, y compris en maternelle, chaque année en maternelle,
ça ne favorise pas la prise en compte du temps nécessaire pour grandir, pour se sentir bien, etc. Voilà. Et d'ailleurs, je me permettrais juste de rajouter que, parce que je suis enseignante avant tout, c'est que les évaluations positionnées comme ça en début d'année, où là, on construit le groupe classe, où on essaye de mieux connaître nos élèves et je ne sais pas si vous êtes d'accord, hein, les enseignants qui sont encore en poste, où on essaye de créer cette dynamique de classe, que l'élève apprenne à nous connaître et qu'il sente qu'on le reconnaît et qu'on a confiance en lui, etc. Ça vient un peu casser cette dynamique, mais c'est assez drôle parce que vous avez tous parlé d'évaluation et finalement, dans votre façon de les présenter, ces évaluations, vous les présentez comme un outil au service de la confiance en soi. Et c'est beau, mais est-ce que concrètement, c'est possible dans la classe avec toutes les contraintes que vient une partie seulement que vient d'énumérer Daniel? Il y a quelqu'un qui veut répondre? Je ne sais pas. Alors, lève la main. Marie-Ève lève la main. Je sais pas. Mais il y a Pierre-Yves qui voulait répondre à ça. Mais il y avait Pierre-Yves qui voulait répondre à ça sur l'évaluation. Deux commentaires, effectivement, par rapport à ce qu'on vient de discuter court. Effectivement, par ailleurs, de la même manière que le mot faute est souvent pas forcément idéal dans les situations de classe, il y a beaucoup d'évaluations qu'on pourrait appeler autrement, qui sont des opportunités d'apprentissage. Parce que, en fait, dans le mot évaluation, il y a quelque chose de très statique, alors qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est plutôt une dynamique. Je ne sais pas si, finalement, ce qu'on cherche, c'est l'amélioration et non pas l'évaluation. Donc voilà, il y a une petite réflexion à avoir sur ce terme-là. Et par ailleurs aussi sur la problématique plus générale, évidemment, qu'on a face à des élèves qui peuvent avoir des difficultés qui vont bien au-delà de l'école. C'est vrai qu'il y a probablement aussi une réflexion à avoir sur le pont et les interactions avec les parents, parce que tout à l'heure on parlait du rôle du milieu socioculturel, par exemple, dans la confiance en soi ou dans la curiosité. Mais en fait, au-delà du milieu socioculturel, il y a des différences considérables entre les familles dans lesquelles il y a une pression très forte pour la réussite et une forme de punition pour les échecs, et les familles où, par exemple, il n'y a pas d'opportunité de discuter tous ensemble, de poser des questions autour d'une table, par exemple. Et puis d'autres contextes dans lesquels, en fait, eh bien, on discute tout le temps, on pose des questions et il n'y a pas d'enjeu de réussite particulier. Et ça, c'est des choses qui sont quand même assez différentes du background socioculturel. Donc, et on pourrait se poser la question de savoir dans quelle mesure tous les éléments qu'on discute, il y a manière à ce que les parents aussi aient soient mieux informés, plus conscients des enjeux de la manière dont ils expliquent le sens de l'école à leurs enfants, par exemple. On a plusieurs enquêtes qui montrent d'ailleurs, du point de vue international avec l'OCDE, que les enfants en France considèrent, plus que dans d'autres pays, qu'ils ne sont pas assez soutenus par leurs parents, par rapport au scolaire, par rapport à leur vie scolaire. Ils ont l'impression que les parents s'intéressent uniquement aux notes, font une pression sur la réussite, comme Pierre vient de le dire, mais s'intéressent pas vraiment à leur vie scolaire au sens large et manque de soutien. Mais les enquêtes montrent aussi que ces élèves ne se montrent pas assez soutenus par leurs enseignants. Est-ce que c'est lié à la confiance en soi, là, pour le coup? Est-ce que c'est parce qu'en fait, les enseignants ne leur... est-ce que c'est en lien avec la confiance en soi, finalement? Est-ce que c'est la reconnaissance Oui, mais ils nous disent que les enseignants n'expliquent pas suffisamment les choses difficiles. Tout à fait, oui. Donc, on revient sur le statut de l'erreur, la peur de commettre des erreurs. Ils disent aussi qu'ils ne sont pas félicités assez souvent, qu'on pointe plutôt ce qui ne va pas que ce qui va ou les progrès. Et ça, je crois que ça renvoie pas à des activités supplémentaires, parce que
On entend souvent sur différents sujets, oui, mais les enseignants manquent de temps, oui, mais les enseignants ne sont pas assez formés sur cette question-là. Si on faisait l'addition de tout cela, je crois que ce serait vraiment difficile de discuter. Il y a des pressions sur les programmes, il y a des pressions sur les apprentissages, certes, mais comme on l'a dit au début, il ne s'agit pas d'activité en plus, il s'agit d'intégrer cette démarche, cet aspect de l'interaction et ce rapport aux apprentissages dans le travail du quotidien de la classe, aussi bien dans des apprentissages fondamentaux, dits fondamentaux, sur la maîtrise de la langue, les maths, que dans d'autres activités d'expression artistique ou de sport ou que sais-je. C'est pas quelque chose en plus. C'est une attitude aussi à la fois une attitude de bienveillance et une attitude qui consiste à effectivement mieux comprendre comment on apprend, qu'est-ce qui résiste, comment on n'apprend pas facilement. Et cette réflexion-là, elle peut être partagée dans un cadre, encore une fois, bienveillant entre les enfants, les élèves et les enseignants. C'est pas des activités en plus. Alors, bien entendu, on peut toujours mentionner les difficultés particulières d'un certain nombre d'enfants en lien avec du handicap, des difficultés familiales, etc. Mais je crois que les enseignants et les psychologues partagent quand même un élément fort qui justifie leur activité. Enfin, moi, je conçois le rôle comme ça, c'est accompagner au mieux les enfants, les aider à grandir au mieux, quelles que soient les contraintes qui pèsent sur leur développement. Handicap socioculturel, familial, etc. Mais certes, il y a bien des choses qui échappent. Ça renvoie aussi aux politiques publiques de l'enfance, mais là, ça nous sort de notre thème de ce soir. Marie-Ève, excusez-moi, ça fait longtemps que vous levez la main, allez-y. On ne vous entend pas, enlevez le micro, mettez le micro plutôt. Ah non, on ne vous entend pas, Marie-Ève. Oh non, allez-y. Non. Non. Si vous pouvez écrire la question dans le chat, si vous n'arrivez pas à accéder au micro, on peut peut-être... Alors, il y a plus de commentaires. Non, toujours pas, Marie-Ève. Si j'enlève le casque, est-ce que vous m'entendez? C'est génial. Ah, ben voilà. Parfait. Allez-y. Oui. Allez-y, Marie-Ève, c'est bon. Là, moi c'est bon pour vous? Ça coupe. C'est bon pour vous? Oui. Oui. Ok. Oui. C'était pour témoigner d'une pédagogie, des pédagogies actives, classe coopérative, et notamment donc de la personnalisation des apprentissages. L'idée, effectivement, c'est pas de saupoudrer de la bienveillance, de saupoudrer, comme disait Daniel Gostin, que j'étais ravie de le retrouver parce que je l'ai connu quand il faisait ses expériences clownesques, quand j'ai commencé à enseigner. Donc, c'est très, très chouette qu'il soit là ce soir. Moi, vraiment, je travaille en fait avec la personnalisation des apprentissages. Concrètement, il s'agit de créer un cadre où l'erreur ou l'évaluation fait partie du cycle d'apprentissage, c'est-à-dire que l'évaluation est un moment d'apprentissage. Et en fait, si structurellement, dans la manière dont on fait classe, l'évaluation n'arrive pas en fin de parcours pour terminer quelque chose et on recommence quelque chose, non, en fait, c'est un cycle. Et en fait, l'idée, donc, ça vient pas de moi, toutes ces idées, c'est Sylvain Connac, avec qui j'ai eu la chance de travailler et de coécrire 2 livres, qui a vraiment permis de montrer comment est-ce que quand on prend l'évaluation comme outil d'évaluation, la formatrice et non pas sommative, on arrive vraiment à entraîner les enfants dans une sérénité face à l'évaluation, face à l'erreur, et de pouvoir l'utiliser comme un outil.
et non plus comme quelque chose qui sanctionne, comme quelque chose qui arrive effectivement. J'ai bien aimé dans les premières interventions qui comparaient l'évaluation à un contrôle de police. Et effectivement, à titre d'élève, je l'ai vécu. Et je fais en tout cas tout mon possible pour que ça soit vu voilà, comme un outil. Donc ça, c'est possible, vraiment. Donc Daniel Gostin, gardez la foi dans les pédagogies actives et notamment avec la personnalisation des apprentissages. Oui, finalement, ça renverse le paradigme puisque l'élève se réapproprie l'évaluation. Elle fait partie de son parcours d'apprentissage et ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui vient lui dire c'est mal, c'est bien, qui sanctionne et surtout, finalement. C'est l'élève qui est autonome et qui est proactif, qui décide quand il se sent prêt à passer l'évaluation. C'est-à-dire que le cycle d'entraînement peut être court pour certains élèves, peut être long, d'où la personnalisation des apprentissages. Chaque enfant avance à son rythme et quand il se sent prêt, il demande à être évalué pour voir si ça correspond bien, ça matche bien avec lui. Comment est-ce que lui, il se sent prêt? Est-ce que ça correspond à l'attente de l'enseignant? Et c'est là où l'évaluation arrive. Je serais presque tentée de faire une autre regarder les résultats de la. Je vous invite à regarder les documents de la conférence du CNESCO 2022 sur l'évaluation en classe au service des apprentissages. Tout ça a été longuement détaillé, référence à toutes sortes de travaux scientifiques sur la question. J'ai repris ça rapidement. Qu'on a relayé au Café Pédagogique, donc vous pouvez retrouver des articles sur cette conférence. Il est 19h01 à Chiara, on doit arrêter. Ouais. Oui. Écoutez, je vous remercie pour la richesse de ces échanges. Vraiment, merci d'avoir été présents alors toute l'année, parce qu'il y en a qui sont des fidèles et qui en sont à leur 9e, 10e, je m'y perds, conférence. On vous souhaite un excellent été, malgré tout ce climat. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Et on sera de retour à la rentrée pour les conférences des terrains innovants. Ma collègue prendra la relève. Ce ne sera pas moi, mais ce sera toujours le Café Pédagogique. Encore merci. Merci pour cette année. Merci Chiara. Merci Lilia. Merci beaucoup. Merci aux invités. Merci encore pour la qualité de ces échanges. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.